Bon, OK, je vous avoue tout. Avant de commencer l'enregistrement de cet épisode, j'étais en train de scroller sur le site de la boutique de 3 fois par jour parce que c'est la fête d'une amie bientôt, puis je voulais lui offrir un petit quelque chose pour sa maison, sa nouvelle maison. Et là, ben là, c'est parce que je suis tombée dans le vortex, là. Je me suis mise à me rajouter ben des affaires au panier. Je sais pas si vous connaissez la boutique en ligne de 3 fois par jour, mais on y trouve des petits bijoux, beaucoup de produits locaux, parce qu'en fait, c'est un des objectifs de la boutique, c'est de rendre l'achat local vraiment plus accessible au niveau des prix, mais aussi rendre cet achat-là facile. Puis là, ben, j'ai dans ma mire de la belle vaisselle d'Atelier Tréma qui est vraiment tout près de chez moi. Mais là, c'est parce que je découvre là, qu'il y a des produits ménagers, puis ça m'excite vraiment beaucoup. Pas que je tripe sur le ménage tant que ça, mais j'ai vu des ustensiles en bois pour laver la vaisselle, puis des cakes à vaisselle. Je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, ça a changé ma vie. Tu sais, au lieu d'acheter du savon à vaisselle dans du plastique, là, puis qu'il y a plein d'eau là-dedans, puis que finalement, on paye bien plus pour de l'eau, ben moi, depuis quelques années, j'utilise des cakes à vaisselle sur lesquels, tu sais, on rajoute, mettons, on prend une brosse mouillée, puis on la frotte un petit peu là, sur le cake à vaisselle, puis là, ça rajoute le savon qui est nécessaire, puis là, ça ressèche entre les utilisations, ce qui fait que ça dure vraiment, vraiment longtemps. Et là, j'avais justement besoin d'une nouvelle petite brosse, et je viens de voir qu'il y en a plein, des brosses en bois et avec des petites soies compostable. Donc, si vous voulez aussi juste passer du plastique à une alternative qui est beaucoup plus écologique. En tout cas, ce ne sont que quelques trouvailles là, qu'il y a sur la boutique en ligne de 3 fois par jour. Et je suis vraiment, vraiment heureuse que 3 fois par jour, ce soit l'un des partenaires de l'École de la vie. Ça a été une des premières personnes à lever la main quand j'ai dit « Hey, j'aimerais ça avoir des gens pour m'aider. » Merci, merci Marie-Lou. L'entreprise 3 fois par jour, je l'admire depuis des années. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de soutenir un commerce local qui soutient des artisans locaux et faire tout ça avec un petit rabais qui est bienvenu, eh bien, vous avez seulement à entrer le code École de la vie 15 pour avoir un 15% de rabais sur vos achats. Donc, immense gratitude à 3 fois par jour et à Marie-Lou de soutenir le projet de l'École de la vie parce que c'est grâce aux partenaires que je peux vous offrir ces épisodes riches, 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 je le souhaite, gratuitement. Merci beaucoup! Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie, un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut les beaux amours! Eh oui, nous voilà officiellement dans le dernier épisode de la saison 1 de l'École de la vie. Bon, ça fait un petit bout là, que je voulais annoncer il y a quelques semaines sur Instagram. J'ai fait un Gino Chouinard de moi-même. J'avais besoin de prendre une petite pause, je m'en suis rendu compte, et de me donner la permission de ralentir, de respirer, de faire un petit bilan. Question de revenir d'une façon encore plus alignée à l'automne, puis tu sais, juste créer de l'espace, là, parce que là, en ce moment, je vous avoue, tu sais, j'ai lancé un podcast à l'automne un peu naïvement, en me disant « Hey, m'en faire un épisode par semaine », mais là, j'ai la face collée, genre, sur chacun des épisodes, à chaque semaine, je suis comme « Hé, lalou, il y en a un autre », tu sais, j'avais pas prévu mon contenu, je dois dire. Je suis juste allée vraiment de façon spontanée, donc là, ça m'amène dans des situations où je fais souvent du montage puis la mise en ligne la veille, genre jusqu'à 23 heures. C'est rendu un classique, mes mardis soirs sont occupés. Je suis là à préparer l'épisode qui va sortir le lendemain matin. Et puis, j'ai lu une phrase il y a quelques semaines qui m'a vraiment alignée dans cette direction-là. C'est « Quand le cerveau est plein d'informations, il n'y a plus aucune place pour l'inspiration ». Et là, ça a fait bang! J'étais comme, ouais, je pense que c'est ça qui se passe. Puis je vous avoue que ça ne s'est pas pris sans résistance de ma part, cette décision. Pour vrai, honnêtement, je me sens coupable. Puis je sais pas si vous êtes comme ça, là, l'espèce de culpabilité, puis la résistance à prendre des vraies pauses ou ralentir ou mettre quelque chose sur la glace.
Je me rends compte, bien, d'une part, il y a une résistance parce que financièrement, j'ai besoin de travailler. Je suis pas encore indépendante de fortune, là. J'aspire à ça peut-être un jour, mais c'est pas le cas, là, en ce moment. Donc là, au lieu de me dire cet été, bon, comment est-ce que je peux, tu sais, générer du revenu quand même et tout ça, je suis plus dans la réflexion de comment je peux réduire mes dépenses en faisant des petites vacances près de la maison, en profitant de cet endroit magnifique qu'on a déjà, en faisant l'inventaire de ce que j'ai déjà dans ma vie, puis de le mettre un peu plus à profit, à contribution dans mon bien-être. Donc, ça veut dire, je vous le dis, là, moi, mes plans pour les prochaines semaines, là, ça va être d'être avec ma fille, de manger du melon d'eau, de me baigner, regarder mes fleurs pousser, jouer avec mon chien. C'est pas mal ça le programme, là. Mais au-delà de la nécessité financière de travailler, je me rends compte qu'il y a quelque chose de comme plus profond en moi. Je pense que j'ai internalisé l'idée qu'il faut être occupé puis dans le jus dans notre société pour avoir une valeur. Je pense que malgré tout ce que je fais, là, tout le travail, puis toutes les entrevues que j'ai fait à ce sujet dans la dernière saison de l'École de la vie, je me rends compte qu'il y a quand même encore une équation là, entre ce que je produis, c'est une mesure de ma valeur. Je sais pas si vous avez ça, là, tu sais, c'est comme si, genre à la fin de la journée, là, c'est comme s'il y avait mon boss, là, je sais pas qui est où, là, des espèces de boss imaginaire, là, à qui je devais donner un petit compte-rendu de toutes les choses que j'ai fait dans ma journée pour mériter ma place sur cette planète Terre. C'est comme si je fais rien dans la journée. Si je produis pas, je suis comme, je t'endette. Je t'endette envers quoi? Je sais pas. Le système, quelque chose. Là, c'est vraiment internalisé. Quand je prends 2 secondes pour y penser, ça n'a aucun sens. Mais bref, quand je suis occupée, je sens que j'ai de la valeur. D'ailleurs, ce printemps, j'écoutais un épisode du balado de Glennon Doyle, We Can Do Hard Things, puis c'était un épisode sur la productivité puis le culte d'être occupé. En tout cas, tu sais, comment se désinscrire de cette idée-là d'être constamment occupé. Puis il y a une phrase dans le balado qui m'a vraiment marquée puis qui m'habite depuis, c'est dans notre société en ce moment, la productivité, c'est comme devenu notre Dieu. C'est l'affaire à laquelle on se soumet, puis pourquoi on travaille, là. Donc, dans une société où la productivité, c'est devenu notre Dieu, ben être occupé, c'est genre notre religion, notre culte, notre façon de servir notre Dieu, la productivité. Mais là, mettons qu'on accepte là, que la productivité, ben c'est effectivement, là, on est là-dedans, c'est notre société, c'est comme notre Dieu actuel, qu'on le veuille ou non. On trempe là-dedans chaque instant de nos vies, puis que c'est vraiment quelque chose de radical, là, de ne pas être productif. Fait que mettons qu'on accepte que la productivité, c'est comme quelque chose qui nous guide. Est-ce qu'on peut au moins questionner le business, comme culte, là, tu sais, le fait d'être constamment occupé? Parce que c'est pas en étant occupé qu'on offre notre meilleur travail. La réelle productivité, ben c'est tellement plus associé au résultat de ce qu'on fait, tu sais, dans le fond, ce qu'on crée pour vrai, et non pas à notre degré d'activité, genre à quel point on fait des affaires. Parce que des fois, on fait tellement d'affaires, je regarde ça, mon horaire, des fois, comme meeting de ci, petite gugu à faire par là. Est-ce que vraiment, ça m'amène à accomplir ce que j'ai le goût d'accomplir, mon travail profond, tu sais, ce que je veux vraiment faire? On dirait qu'on roule à être occupé. Il y a tellement ça doit vous arriver, là, des meetings dans lesquels je m'assois. Puis pendant que je suis là, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression qu'on me gruge mes précieuses minutes. Puis je me dis, hey, ça aurait pu là, être quelques courriels. Là. La fameuse expression « that could have been an email », là, ça arrive souvent dans les meetings. C'est comme si on faisait des meetings puis on s'envoyait des courriels pour se convaincre et se rassurer qu'on est en train de faire quelque chose. Puis des fois, concrètement, il se passe pas grand-chose. Là. On s'écrit des courriels à propos des meetings qui vont nous permettre de générer d'autres courriels, mais il y a comme, ça avance pas tout le temps. Là. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer en plein solstice, la journée du solstice. C'est l'été, là, la gang, c'est officiel. Donc, mes courriels, tu sais, ça continue quand même. C'est pas tout le monde qui part en vacances. Mais des fois, pour faire une joke, me trouve bien drôle, mais c'est vraiment pas si drôle que ça. J'écris genre « J'aurais besoin de ça ASAP », comme ASAP, là, « as slow as possible ». Parce que il y a pas d'urgence. Je pense que c'est un peu de déprogrammer l'idée de l'urgence constamment. Puis je veux enlever l'obligation non dite, mais quand même présente, de répondre le plus rapidement possible. Hey, le nombre de courriels que je reçois, parce que moi, je suis une lente hein, dans les réponses, là, de façon à l'année longue, là, ça prend souvent du temps pour que je réponde.
Et le nombre de fois où je reçois des courriels « Bonjour, petit suivi amical sur le sujet ». Puis des fois, ça fait une journée que le courriel a été envoyé. Calmons-nous, la gang! Et un autre événement de ce printemps qui m'a donné la petite impulsion de m'arrêter cet été, c'est que j'ai fait la lecture du dernier livre de Carl, non, il s'appelle Cal, mais comme C-A-L, Cal Newport. Son livre, c'est Slow Productivity, la productivité lente. C'est le même gars là, qui a écrit Digital Minimalism, le minimalisme digital, aussi l'autre livre là, sur le Deep Work. En tout cas, c'est un gars qui aurait le goût qu'on ralentisse. Puis là, dans son livre Slow Productivity, il donnait plein d'exemples de gens qui ont accompli de grandes choses, qui prenaient ça quand même chill. Puis une de ces personnes qui a marqué l'histoire de l'humanité en accomplissant de grandes choses, tout en prenant ça chill, c'est Marie Curie, croyez-le ou non. Tu sais, avant sa grosse découverte là, qui a valu son premier prix Nobel, elle était sur le bord, là, tu sais, elle avait comme découvert ça, elle était sur le bord de le présenter à la communauté scientifique. Et là, ce qu'elle a fait, elle est partie prendre des vacances de 2 mois en France. Elle a comme fait « Hey, ciao, bye, le laboratoire! » Tu sais, on dirait que notre impulsion, sa première, là, tu sais, quand on pense à ça, t'es sur le bord de découvrir ton affaire, c'est genre « Donne le dernier push, là, tu sais, puis vas-y, lance ta découverte. » Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout fermé ça. Elle a pris un bon breather, là, 2 mois, là, pas une petite semaine et demie de vacances, là, un bon 2 mois pour juste avoir de l'espace. Puis après ça, elle est retournée à son laboratoire à l'automne. Elle a finalisé son rapport de recherche et elle a remis ça. Puis ça a été une découverte vraiment majeure. Puis il y a plein d'exemples de ce genre-là, d'auteurs, d'autrices qui ont écrit peut-être comme 4 livres dans leur carrière sur des dizaines et des dizaines d'années, mais 4 livres qui ont vraiment marqué la littérature. Puis ça, c'est pas juste un message, la gang, pour se dire « Hey, on prend-tu des petites vacances cet été? » Mais c'est aussi de changer notre perception de la productivité. Au lieu de penser à notre productivité en termes de qu'est-ce que j'ai accompli dans ma journée, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma semaine, qu'est-ce que j'ai accompli dans mon mois, c'est de mesurer notre productivité en années. Ça a l'air de rien de même, là, mais mettons là, qu'au lieu de regarder que j'ai fait, mais on prenait un petit pas de recul puis on regardait là, cette année. Qu'est-ce que j'ai réalisé cette année? Ou même en année avec un S, là, ces 3 dernières années, qu'est-ce que j'ai produit? C'est comme si on était tellement accro à la productivité immédiate qu'on était constamment en train de produire des petites affaires qui n'ont pas de réelle importance. Tu sais, Marie Curie, là, on se dit pas comme « Wow, cette semaine, elle a coché bien des affaires sur sa to-do list, la belle Marie Curie. » Non, on pense à comment, de façon globale, elle a réussi à faire des découvertes, à marquer la science. Puis je comprends très bien qu'on n'est pas toutes et tous dans la réalité des entrepreneurs, des artistes, on n'est pas tout le monde libre de notre temps, mais même dans notre travail, comment est-ce que, justement, on peut changer notre façon de voir la productivité? Comment est-ce qu'on peut être dans la productivité lente pour faire du meilleur travail? Et dans le livre de Cal Newport, là, dans Slow Productivity, il y a 3 principes. Là. Lui, il vit sa productivité là, selon ces 3 principes-là, puis moi, j'essaie de les appliquer de plus en plus dans ma vie. Regarde, on aime ça là, quand c'est résumé en 3 principes, fait que je vous l'ai dit, OK? Le premier principe de la productivité lente que j'applique dans ma vie et que j'espère que vous allez appliquer dans la vôtre aussi cet été et après, pour le reste de l'éternité, faire moins de choses. Faire moins d'affaires, moins s'éparpiller dans le travail, comme je disais, tous les meetings, tous les petits emails de micro-management, mais même dans nos loisirs, dans nos activités, dans notre présence sur les réseaux sociaux, faire moins, choisir. Dire non. Facile à dire, mais c'est ça, de ne pas être constamment en état de surstimulation, de tout le temps passer d'une affaire à l'autre, et pas faire 4 affaires en même temps, faire moins de choses. Puis là, la personne qui vous dit ça présentement, c'est celle qui a de la misère à brosser ses dents, parce que, en faisant juste ça. Mais bon, c'est un désapprentissage et un réapprentissage, faire moins d'affaires. Dans un épisode précédent avec Joanie de Pastel Fluo, elle parlait de rechoisir sa vie, rechoisir vraiment les affaires. Tu sais, est-ce que ça, c'est vraiment, ça me met en joie? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça contribue à créer mon petit terreau nourricier pour que je fleurisse? Fait que vraiment faire des choix, se calmer l'horaire. Et même pour les parents qui entament l'été avec les enfants d'âge scolaire, là, tu sais, on peut-tu se calmer, là, les sorties aux glissades d'eau et aux eaux? Donc, le deuxième principe de la productivité lente, travailler à un rythme
naturel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, travailler dans un rythme plus naturel? Ben là, si vous écoutez assidûment l'école de la vie, ben on commence déjà là, à avoir compris la patente, là. Accepter notre nature cyclique, l'honorer, qu'on n'est pas tout le temps au même niveau d'énergie. On peut pas toujours être au printemps, là, dans comme les nouvelles affaires qui émergent, puis tout ça. Puis aussi, d'alterner des périodes concentrées. Genre, on donne le go pour le travail, on est vraiment dans quelque chose, là, tu sais, de productif, on est concentré, on s'en va dans un travail profond. Puis ça, c'est dur de l'atteindre, cet état-là de concentration. Je sais pas si vous vous sentez comme ça, des fois, de se dire, bon, voici tout ce que j'ai à faire. Puis là, d'essayer, mais là, d'être constamment interrompu par des courriels qui rentrent, de ne pas être capable de se concentrer, mais c'est parce que, justement, on espère être tout le temps super productif. Mais l'idée, c'est de faire comme dans le sport, là, l'entraînement par intervalle. Fait que, tu sais, de faire sprint, repos, sprint, repos. Les marathons, des fois, il y en a dans nos vies, là, mais on le sait, ça nous laisse épuiser. Puis même après un marathon, ben il faut se reposer. Puis évidemment, un bon guide là, pour retravailler de façon à un rythme plus naturel, ben suivre la nuit et le jour, hein, de base, mais aussi suivre les saisons. Fait que ça, je vous en reparlerai dans quelques instants. Numéro 3, troisième et dernier principe de la productivité lente, c'est être obsédé par la qualité. Parce que c'est ça que ça nous permet, faire moins de choses, travailler à un rythme plus naturel. Ça nous permet de plonger dans un travail plus profond, de meilleure qualité, puis qui a plus d'impact. Parce qu'on a la disposition, on a l'esprit, la concentration, on a l'énergie. Et c'est donc avec ces principes-là en tête que j'ai choisi de ralentir cet été. Faire comme Marie Curie. Donc moi, cet été, je vais pas arrêter de travailler à 100%. C'est pas réaliste, même si Passepartout nous a vendu le faux rêve que l'été, c'était fait pour jouer. Pour la majorité des gens, durant l'été, ben, on doit quand même continuer à travailler. On peut pas arrêter à 100%, c'est pas réaliste. Mais moi, cet été, là, je vous invite à faire de même. Est-ce qu'on fait le minimum? Le bon minimum possible. Mais pour vrai, maintenant qu'on fait la transition du printemps à l'été, il y a vraiment quelque chose qui change dans l'énergie. Tu sais, là, c'est comme le mûrissement de ce qui a été mis en place pendant les mois d'hiver, dans le rush du printemps. Là, je parle vraiment du jardinage, mais tu sais, le rush des semis, de la plantation, les plantes aussi sont comme « OK, let's go, on met toute notre énergie, puis on pousse. » Mais l'été, il y a comme quelque chose d'autre qui s'installe. Les plantes reçoivent le soleil, la pluie, elles se font visiter par les pollinisateurs, le gros de la job est fait. Puis si on suit notre nature cyclique, ben c'est vrai que les périodes du solstice, les périodes autour du solstice, ben c'est des périodes de pause. D'ailleurs, juste le mot, le solstice, ben l'origine de ce mot-là, ça vient de solstitium, du beau latin, et c'est un mot qui est composé de sol, on sait ce que ça veut dire, soleil, et de status. Donc, qui est le participe passé de stare, qui signifie s'arrêter. Donc, en gros, le solstice, ça veut dire le soleil s'arrête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce feeling-là d'être à l'extérieur en pleine journée d'été super chaude, là, puis que tout le monde ou presque est à l'intérieur, est à l'ombre, fait des mouvements minimum. Les oiseaux sont pas là en train de s'énerver à voler partout comme au printemps, là, tu sais, c'est comme on se calme. Des fois, ça m'impressionne, il y a comme quelque chose dans l'immobilisme de l'été chaud. Tu sais, c'est quelque chose qu'on associe souvent à l'énergie de l'hiver. On est comme, on rentre en nous. Mais l'été aussi, il y a une forme de pause. Mais c'est une pause qui est différente. C'est une pause qui est extérieure, où on est genre avec les éléments à se laisser comme nourrir, porter, bercer. D'ailleurs, le timing de cet épisode est trop bon parce que hier, j'ai reçu un livre que j'avais commandé qui est Courir l'escargot de Lorraine Bastide. Là, ben énervée, là, hier soir avant de me coucher, je commence cette lecture-là. Puis là, j'étais genre, waouh, la synchronicité. J'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, l'estivation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est l'équivalent de l'hibernation, mais l'été. Parce qu'il y a des animaux, il y a des insectes qui, l'été, se mettent dans une espèce d'état plus lent pour survivre justement à la grosse chaleur, à la sécheresse. Et c'est le cas des serpents, ben pas tous, là, mais certains crocodiles, des poissons qui vont aller s'enfoncer dans la vase. Et c'est le cas évidemment aussi de l'escargot, là, c'est pour ça que c'était dans ce livre-là. Donc, les escargots, l'été, quand il fait super sec, super chaud, ben ils vont comme s'engourdir puis tomber dans un espèce d'état de sommeil. Puis si on rate les escargots, là, je commence juste à penser à eux, là, c'est nouveau dans mon champ de conscience. Je peux pas dire que
C'est rare là, que tu as un enfant qui dit « Moi, mon animal préféré, c'est l'escargot. » Mais les escargots, mine de rien, ils ont survécu 600 millions d'années. Là. Ils ont réussi à s'adapter. Ils ont peut-être 2-3 affaires à nous enseigner. Ça défie vraiment notre époque, là, l'escargot. Tu sais, où est-ce qu'on veut tout aller, que tout aille vite, là, puis que ce soit super efficace. Et comme vous le savez, moi, je suis une grande fan là, de biomimétisme, c'est-à-dire observer la nature puis s'en inspirer pour appliquer des principes régénérateurs dans nos vies. Puis là, la semaine dernière, en faisant le souper à la maison, j'ai écouté une petite conférence. Là. Je fais tout le temps 2 affaires en même temps. Donc, j'écoutais cette conférence de Janine Benyus, qui est la fondatrice du Biomimicry Institute. Là. C'est comme une des pionnières dans les idées liées au biomimétisme. Puis la conférence était plus précisément à propos de la régénération. Que fait la nature pour se régénérer, par exemple, après un feu de forêt? Et comment on peut se régénérer mutuellement les humains? Puis c'était vraiment intéressant parce que, tu sais, notre approche en ce moment là, face aux humains, face à la crise climatique et tout ça, on est genre, hey, comment est-ce qu'on peut être un petit peu moins des plaies? Genre que ce soit moins pire, notre présence humaine sur Terre. Mais tu sais, c'est au lieu de voir ça comme ça, si on pouvait se voir comme des potentiels régénérateurs, régénératrices de la vie sur Terre, mais aussi de façon plus intime, comment est-ce qu'on peut se régénérer nous-mêmes comme humains? Comment on peut régénérer nos communautés? Comment on peut régénérer nos familles, nos corps, notre santé? Puis là, je vous résumerai pas la conférence, là, vous irez l'écouter si ça vous intéresse, mais elle parlait de la régénération qui se passe en nature par îlots. Tu sais, c'est pas comme tout se régénère en même temps. Ça va être des petits morceaux, des petits îlots de régénération. Par exemple, là, mettons qu'il y a un feu de forêt, ben là, il va y avoir certaines plantes qui vont arriver, qui vont coloniser rapidement pour couvrir le sol. Après ça, il y a une autre vague de végétaux qui va arriver, les animaux vont se mettre de la partie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tu sais, quand un endroit est laissé en friche, là, un peu à l'abandon, il va y avoir souvent des végétaux super hauts qui vont se mettre à pousser, genre de la mollaine ou comme des affaires qui vont sortir, ils vont créer des genres de bâtons. Puis ça s'appelle des shit poles, des pôles à caca. Ça, c'est une invitation pour les oiseaux, genre, pour qu'ils aillent se poser quelque part. Parce que quand ils se posent quelque part, les oiseaux, ils en profitent pour laisser un petit tas, pour faire un petit caca. Et souvent, dans leur fiente, ben il y a des graines de fruits qui sont allés manger ailleurs. Donc, ça va créer une régénération puis une biodiversité. Je trouve ça tellement intéressant, les beaux pôles à caca. Mais bref, pour revenir aux îlots de régénération, ben il y a des îlots qui se régénèrent tranquillement, de façon très hyper locale, mettons. Mais ces îlots-là, tranquillement, grandissent puis finissent par se rencontrer. Puis là, je trouvais ça tellement beau, cette image-là, parce que n'est-ce pas ce qu'on fait en ce moment? Ce que je fais, disons, avec l'École de la vie, de créer un îlot de régénération puis le faire grandir. Question qu'à un moment donné, ces rebords viennent toucher à un autre îlot de régénération, puis qu'ensemble, on crée une régénération qui est plus généralisée. Tu sais, c'est comme si on se disait en ce moment qu'il fallait de façon planétaire, à large échelle, se régénérer, mais si on le voyait de façon plus locale, tu sais, en nous-mêmes, puis après ça, dans notre famille, puis après ça, dans notre communauté immédiate, on régénère, puis après ça, dans nos villes, dans nos provinces, c'est d'y aller de cette façon-là, à petite échelle, pour commencer. Et donc, se régénérer, pour moi, c'est d'accepter de travailler à un rythme naturel, de suivre notre rythme, de se reposer. Et c'est encore ma façon de justifier pourquoi je prends une pause. On dirait que c'est juste ça l'épisode, mais c'est parce que je veux vous inviter à vous aussi à créer ces espaces-là de régénération dans vos vies. Je sais pas pour vous, mais moi, d'entendre ça, les îlots de régénération, puis que tout le monde arrive à des moments différents dans cette régénération-là, pour apporter son apport unique, genre les oiseaux qui viennent faire des cacas. Ça me ramène sur un des premiers épisodes que j'ai fait avec l'École de la vie, sur le sentiment d'appartenance. À quoi je peux contribuer dans mon petit îlot de régénération? Dans ma famille ou peu importe, comment je peux être utile à ma façon avec ce qui me rend unique, qu'est-ce que j'ai à apporter dans de la régénération d'écosystèmes. L'aigle, il n'est pas en train d'essayer de devenir une baleine. Là, il ne regarde pas la baleine en disant « Wow, c'est nice ce qu'elle fait, pourrais-je faire ça moi aussi? » Ben non, tu sais, tout le monde apporte son truc différent. Donc, même si vous êtes en ce moment dans l'été, votre saison la plus occupée dans votre profession, peu importe ce que vous faites, ou que tout simplement, ben les bureaux, les affaires ferment pas, puis il faut continuer à travailler, c'est comme comment est-ce qu'on peut infuser un petit peu plus de naturel et de pause dans ces moments-là? Tu sais, est-ce que c'est d'aller faire justement, d'aller un petit peu à l'extérieur, de vraiment faire des petits breaks, de trouver ces petits moments-là qui ponctuent puis qui font respirer nos sprints? Comment est-ce qu'on peut faire de la place pour accueillir la générosité de la nature dans l'été,
tu sais, la belle chaleur qu'on a donc espérée là, quand on était rendu au mois de mars puis qu'on était bien déprimé de la vie. Comment est-ce qu'on peut se détendre dans ce qui est? Tu sais, même là, en ce moment, je vous parle d'une canicule. Là, dans mon bureau, présentement, il fait 29 degrés, 5. On s'en va vers le 30. Ah! Breaking news! Je viens de regarder. Finalement, on a atteint le 30. On est rendu là. Donc, je vous parle d'un 30 degrés là, en ce moment, mais comme... Puis, il y a une partie de moi qui me disait, ben là, regarde, on va laisser faire. On n'enregistrera pas aujourd'hui, là, parce que moi, j'ai pas de clim à la maison. Mais disons là, que je résiste pas à ce 30-là, puis que j'accepte d'avoir chaud, que je boive plus d'eau, que je prenne des pauses, que je passe pas des heures dans cette pièce-là, mais vraiment que j'accepte ce que ça crée dans mon corps, l'invitation à prendre ça plus lent. Qu'est-ce qui se passe? Comment je travaille? Comment je me présente à vous quand je vous parle en ce moment? Tu sais, oui, j'ai l'énergie, je suis tout le temps énervée quand je suis derrière mon micro, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus lent, un petit peu plus posé dans ma façon de faire parce que je peux pas me mettre au rythme habituel. Et donc, dans cette idée de pause estivale, je vous dis c'est quoi le petit plan de match là, pour l'école de la vie. Premièrement, vous pouvez rattraper les épisodes que vous n'avez pas eu le temps d'écouter cette saison-ci. Il y en a peut-être qui vous ont pas attiré à cause du sujet, mais que finalement, en plongeant dedans, vous allez être agréablement surprise et surpris. Mais bon, cet été, ce que je vais faire, c'est que oui, je vais planifier la 2e saison, tout ça, je vais être vraiment commencer à enregistrer aussi des entrevues qui vont être diffusées plus tard, mais je vais principalement utiliser le canal de l'infolettre parce que là, je veux me calmer des réseaux sociaux, là. c'est prenant. C'est un outil de promotion extraordinaire en tout cas, pour faire parler, puis se rappeler qu'on existe, puis communiquer entre nous. Mais je vais passer par le canal de l'infolettre pour vous envoyer des choses, vous qui faites réellement partie de la communauté. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il y aura un lien en description de cet épisode-là pour vous inscrire. Là, c'est sur Flowdesk. J'ai pas écrit encore d'infolettre, je ramasse encore les adresses. Moi, il y a une petite partie d'orgueil qui me dit « Je vais pas rédiger d'infolettre avant d'avoir 1000 personnes. » C'est ben niaiseux, là. C'était ma barrière psychologique. Fait que là, je suis rendue, je pense, à un petit peu plus que 700. Fait que, mettons, là, si on top le 1000, là, je commence l'infolettre. Mais j'avais envie cet été de vous partager, justement, via l'infolettre, ma liste de lectures estivales, les livres que j'ai choisi de lire cet été, que je n'ai pas encore lus et qui m'intéressent en ce moment. Puis là, je me suis dit, hey, on essaye-tu une petite affaire, genre un book club estival? Il y a plein de gens qui me demandent souvent mes suggestions de lecture, les choses qui m'ont inspiré dans la vie, puis je vous les partage souvent dans les épisodes de podcast. Puis un jour, je vais faire une genre de bibliothèque avec toutes mes suggestions de lecture, mais là, j'avais envie de peut-être découvrir à vos côtés certains livres, puis peut-être qu'on y réfléchisse ensemble, parce que ça risque de teinter la saison 2 de l'École de la vie. Puis, une autre affaire que je vais vous partager via l'infolette quand vous allez être 1000, c'est une idée qui germe en moi depuis plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on se rencontre en vrai. Parce que c'est bien beau, là, écouter des podcasts, les petites conversations sur les réseaux sociaux, les audios, mais j'ai envie de mettre en place un ou quelques événements cet automne pour qu'on se rencontre sous format de genre podcast enregistré puis tout ça, mais un peu plus. Tu sais, j'ai envie de vous offrir un genre de mini retraite à un prix qui a vraiment du bon sens. Là, l'idée pour moi, c'est pas d'aller me mettre riche avec des événements, mais vraiment de créer des rencontres parce que une affaire qui revient souvent puis je l'ai déjà dit là, dans le podcast, mais peut-être que vous l'avez pas écouté cet épisode-là, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui sont comme « Wow, j'aimerais tellement ça avoir du monde qui pense comme ça, qui parle de ces sujets-là dans ma vie, mais j'en ai pas. » Puis des fois, c'est un peu difficile à mettre en place. On se croise pas dans la vie à cause de notre travail, notre emplacement géographique, peu importe. Donc là, je vais essayer de créer quelques événements cet automne, pas juste dans la région de Montréal, là, mais de me promener un petit peu pour que, justement, on se rencontre, finalement, face à face, mais aussi que vous vous rencontriez, gens qui sont intéressés par l'École de la vie. Fait que c'est un genre de Tinder, là, amical pour les gens qui s'intéressent aux sujets qui sont abordés dans l'École de la vie. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous excite cette idée-là, inscrivez-vous à l'infolettre parce que c'est là où je vais partager les premières dates, les premiers détails de ces événements-là. J'ai l'intention que ce soit quand même assez petit. J'ai envie que ce soit à échelle humaine et les places vont être vraiment limitées. Fait que je veux passer par les reels, pas les reels Instagram, là, mais les vrais
Les vrais gens qui écoutent les épisodes de l'École de la vie assidûment jusqu'à la fin. On dirait que je suis une prof qui veut récompenser ses bons élèves. Et aussi, je vous ai dit que je n'allais pas vraiment être très présente sur les médias sociaux cet été, mais quand même, je vous invite à m'écrire sur Instagram, là, dans le compte de l'École de la vie. Ça risque de prendre un petit bout avant que je vous réponde, mais je vais aller faire des petits tours là, de temps en temps. J'aimerais ça que vous me parliez de comment l'École de la vie pourrait répondre à vos besoins, peu importe ce qu'ils sont, dans l'univers du développement personnel, dans votre parcours actuel, où vous êtes rendu. Puis aussi, est-ce qu'il y a des invités que vous aimeriez que je reçoive pour la 2e saison de l'École de la vie ou des invités sur lesquels vous avez capoté dans la saison 1 que vous aimeriez peut-être réentendre sur un autre sujet avec un autre angle de conversation? J'ai le goût de... C'est ça, j'ai le goût que les gens qui soient présents dans la 2e saison, ça vous parle. Donc dites-moi tout, je suis à l'écoute et je vous répondrai as slow as possible. Puis évidemment, si vous écoutez ça pendant la grande pause estivale de l'École de la vie et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite, j'allais dire je vous implore, voyons donc, on se calme. Si vous avez envie de laisser une note, un commentaire, partager des épisodes de l'École de la vie, pour vrai, ça contribue réellement à faire grandir le projet. Ça a vraiment un impact. C'est comme ça que ça se passe dans l'univers du balado. C'est, oui, les extraits sur les médias sociaux, mais principalement du bouche à oreille. Fait que je trouve ça vraiment beau quand vous partagez les épisodes aux gens que vous aimez sur les réseaux sociaux. Puis vos petits commentaires, mettons, sur Spotify, je peux pas y répondre directement, mais sachez que je lis chacun de vos messages et ça me met de la joie dans le cœur à chaque fois. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance de vous avoir de l'autre côté à m'écouter, de vous savoir faire partie de cette communauté-là, de ce projet que je tisse avec mes convictions, je dirais, avec tranquillement du beau soutien comme les partenaires, comme les gens qui se déplacent pour venir partager leur belle connaissance, leur belle sagesse avec vous. Tout le monde qui ont contribué à cet écosystème régénératif, à cet îlot de régénération dans les derniers mois, dans la dernière année. Je vous dis vraiment un sincère, immense merci. Vous me donnez de l'énergie pour me lever le matin. Pas comme si j'avais perdu l'envie de vivre, là, mais ça me donne vraiment un boost d'énergie pour donner le meilleur de moi-même. Puis donc, pour donner le meilleur de moi-même, je tombe en estivation. Je vous souhaite un super bel été et on se retrouve à l'automne. Je pense que pour la fin, je vais mettre le jingle de l'été, c'est fait pour jouer à la place. OK, bye! L'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour jouer.